Cet épisode est sponsorisé par Ferramol, le seul produit chimique qui vous débarrasse de vos limaces en moins de 24 heures. Alors n'hésitez plus et phosphatez vos limaces. Le lien est dans la description. Non, c'est une blague. Il n'y a pas de sponsor Ferramol. Ouais, moi je préfère les méthodes naturelles, permaculturelles. D'ailleurs, si toi ou si tu connais quelqu'un qui veut bien sponsoriser ce podcast, je reste ouvert, mais pas Ferramol ou Monsanto pour le moment. Voilà, contacte-moi et on verra pour le pour le partenariat. Bref, aujourd'hui on va parler de comment on se débarrasse des limaces. Je vais pas vous donner les astuces classiques. Comment on se débarrasse des limaces avec la cendre, avec la bière, avec le marc de café, avec la sciure de bois, le verre pilé, l'ail écrasé une nuit de pleine lune en chantant la Marseillaise, et après on va l'étaler au jardin le lendemain, ni le paillage de fougères ou de prêles. On va parler de choses un peu plus permaculturelles. On va utiliser donc la circularité, la notion de circularité, la notion d'interdépendance. On va développer un peu tous ces termes dans ce podcast. On parlera aussi des solutions, comme d'habitude. Et voilà, je t'invite à te poser et c'est parti. Alors, si tu es toi aussi atteint par ce problème de la limace et de l'escargot, je te comprends. Moi aussi, je suis passé par là. Te raconter vite fait. Moi, j'ai commencé donc à faire de la permaculture donc en pot de fleurs. Et oui, même en pot de fleurs, j'ai eu des gros problèmes, surtout avec les escargots en fait, parce que ma terrasse était donc, elle était au rez-de-chaussée et j'avais à côté enfin, elle était vraiment sur mon pas de porte. Elle donnait sur l'extérieur et mon voisin, il avait donc un jardin avec du gazon et il y avait plein d'escargots en fait. Et vu que moi, j'ai fait plein de pots, des gros pots et des moyens pots, enfin plein de sortes de pots, des bacs avec que la méthode de la culture en lasagne. Et ben en fait j'avais beaucoup de matière organique et ça attirait mais une tonne d'escargots. J'avais des invasions d'escargots au printemps et à l'automne. C'était la folie. C'était vraiment compliqué parce que je faisais donc moi-même tous mes semis. Donc je commençais en voilà février, mars jusqu'au mois de mai. Je faisais mes semis dans la serre. J'ai fabriqué une serre qui est sur ma terrasse qui est encore. Et je faisais voilà tous mes semis, salades, tomates, aubergines, poivrons, je faisais vraiment tout. Et, euh, et en fait, je me faisais tout bouffer, quoi. Donc pendant février, mars, avril, mai, je faisais mes semis et tout, j'en prenais soin. C'était voilà, tu te réveilles le matin, enfin tu sors les semis, tu les rentres, tu les mets au soleil, tu les arroses. Il y a voilà, si tu fais tes semis, tu sais ce que c'est. Et j'arrivais au mois de mai et je me faisais mais tout bouffer en une nuit, quoi. Tu plantes, euh, tu plantes ton petit semis comme ça là que t'as fait délicatement depuis le mois de février, tu le plantes au mois de mai et en une nuit c'est tout bouffé, il y a plus rien. Le lendemain tu passes, c'est comme si on t'avait volé tes trucs quoi. Et voilà donc je connais, je sais ce que c'est. Pareil, je pouvais pas faire de semis direct quoi. Tout ce qui était semis direct, je faisais même j'en étais arrivé à tester aussi les semis de carottes et de radis en godet pour les transplanter. Ouais, c'est un peu compliqué. Mais voilà, j'avais quand même trouvé une astuce, c'était de faire des bombes de graines. Donc je faisais des bombes de graines à base de carottes, radis, ça marchait un petit peu, et du coup je me faisais un peu moins niquer entre guillemets par les escargots parce que eux, vraiment ils traversent ton jardin comme ça sur la terre, et ils bouffent tout ce qu'il y a en fait. Même si t'as du paillage, quoi que ce soit, ils bouffent tout. Et avec les bombes de graines, ça avait marché un petit peu, mais pas plus que ça, quoi. Parce qu'au final, c'est quand même une petite pousse. Mais voilà. Bref. Euh, tout ça pour dire, je sais ce que c'est. Moi aussi, j'ai foiré mes semis pendant des années. J'ai eu des galères. Après, avec le jardin partagé, c'était pareil. Mais bon, on en reparlera plus tard. Et en gros, toutes ces années de foirade, ça m'a permis de comprendre plein de choses et de me concentrer sur les deux méthodes que je préfère, les deux solutions que je préfère qui sont déjà naturelles et qui demandent aussi pas trop d'efforts pour des résultats qui vont être exponentiels, qui vont s'améliorer d'année en année. Voilà, tu fais une petite action et chaque année, ben, en fait, ton action, elle,
elle s'amplifie, elle provoque des effets bénéfiques qui vont s'amplifier, créer une synergie qui va créer des effets positifs qui vont s'amplifier d'année en année. Et donc ces deux solutions que je préfère, c'est en gros attirer le prédateur vers la proie. Donc en gros, ça va être faire en sorte de créer des niches écologiques, des abris pour les prédateurs, vraiment adaptés aux prédateurs. On sait qu'il faut l'assiette et le oui, l'assiette, comment on dit, le couvert et je sais plus, j'ai plus les mots, mais en gros, il faut qu'il ait un endroit pour dormir et un endroit pour manger. Donc, si tu fais un abri à insectes à côté de là où tu veux, là où la proie est le plus souvent, en l'occurrence, par exemple, un abri euh, pour les escargots, tu vas le faire pas très loin du potager, quoi. Enfin bref, en gros, voilà, attirer le prédateur vers la proie ou attirer la proie ailleurs, ou surtout le prédateur ailleurs. Ça dépend comment tu vois les choses, mais en gros, c'est soit tu fais venir un prédateur pour manger l'escargot, soit tu attires l'escargot ou la limace ailleurs. Donc ça, c'est un peu les deux solutions que je préfère, et c'est sur ces solutions que je me suis concentré. Et ça a fonctionné pour moi, enfin du moins je suppose que ça a fonctionné parce que d'année en année, j'avais de moins en moins d'escargots et de limaces parce qu'il y a aussi un équilibre qui s'installe. Il y a des choses qu'on contrôle pas et plus t'attires de la vie dans ton jardin, dans ton potager, plus il y a un équilibre qui va s'installer parce que la nature, elle a horreur du vide et, euh, et voilà, si tu laisses un grand espace, il y a le champ libre pour qu'un prédateur puisse enfin, du moins que une espèce, que ce soit une espèce de plante ou une espèce d'animal, puisse prospérer et finalement, voilà. Donc, plus tu laisses de la place à la nature, plus il y a un équilibre qui va s'installer et plus ça sera simple de faire un peu bouger comme ça cet équilibre pour que ça reste quand même cohérent et qu'il n'y ait pas une invasion, un surplus, une pollution entre guillemets d'un élément en particulier. Voilà. Donc ce que j'ai fait en fait, en gros, j'ai installé pas mal d'abris pour la faune sauvage sur ma terrasse. J'ai pas fait d'hôtel à insectes, j'aime pas ça parce que ça. Voilà, j'ai écrit un article, il y a aussi un podcast qui est dédié à ça sur la chaîne YouTube, qui est dispo que sur la chaîne YouTube Le Potager Minimaliste. Et donc voilà, moi je préfère faire plusieurs abris à insectes que je vais disposer là où je veux et qui vont être indépendants les uns des autres, qui vont pas faire des mauvaises synergies, des mauvaises relations, des mauvais liens entre eux. Je préfère vraiment parce que voilà, dans un hôtel à insectes, on mélange tout et il y a des insectes et d'ailleurs d'autres pollinisateurs ou autres qui vont pas aimer vraiment vivre au même endroit, qui vont se faire la guerre, et au final vaut mieux avoir plusieurs petits abris à insectes, enfin, du moins d'après mon expérience, parce que j'ai observé pas mal d'hôtels à insectes évoluer au fil des années, et en fait ça fonctionne bien juste pour les abeilles solitaires, et le reste on voit jamais grand chose dans ces hôtels. Bref, et du coup voilà, moi j'ai attiré un maximum de vie sur ma terrasse, de diversité, et, euh, et finalement l'équilibre s'est installé. Et voilà, j'ai quand même un prédateur en particulier duquel je voudrais te parler. On va parler de plusieurs prédateurs, mais il y en a un en particulier qui a bien fonctionné pour moi et qui fonctionne pour à peu près tous les contextes. On va en parler à la fin du podcast. Mais, euh, mais voilà, il y avait aussi une autre astuce que j'avais utilisée au jardin partagé. J'avais aussi une invasion parce qu'on avait démarré hyper rapidement et on avait ramené un petit peu de fumier, de compost. On avait ramené pas mal de matière organique et ça avait pullulé de limaces et d'escargots. On avait fait un peu trop d'un coup, quoi. Et du coup, voilà, j'avais vraiment aussi énormément de problèmes, que ce soit sur la terrasse ou au jardin partagé. J'en avais par-dessus la tête des limaces, mais j'ai continué. Et il y avait une astuce que j'avais réussi que j'avais trouvé pour réussir un peu à diminuer les attaques de limaces, parce que c'est impossible de vraiment les éliminer, quoi. Bref. Et c'était d'utiliser des arbres fraîchement coupés. En gros, quand je savais que j'allais quand je plantais des petites pousses, quand je plantais des petits semis, et ben au passage, j'en profitais
pour couper quelques herbes. C'est l'avantage quand les limaces, elles sont, enfin l'avantage entre guillemets, mais les limaces, elles sont très actives au printemps et à l'automne, et du coup c'est la période où il y a pas mal de mauvaises herbes entre guillemets qui poussent, et il y a pas mal, et c'est là où tu fais tes plantations en général, quoi, tes semis, tes plantations. Donc tout se passe en même temps, et du coup moi j'en profitais pour éclaircir un petit peu, laisser de la lumière, et donc je coupais certaines herbes et je faisais des tas à certains endroits tout dans le potager comme ça. Je faisais des tas de mauvaises herbes et je revenais le lendemain pour vérifier et elles étaient, mais c'était cafide. Toutes les limaces étaient dessus, même si on avait d'autres qui étaient dans le potager parce qu'il n'y avait même pas assez de place et ça faisait vraiment un tapis de limaces sur les tas de mauvaises herbes parce que la limace en fait ce qu'elle mange c'est la matière qui, euh, qui commence à être un petit peu en mode de décomposition. C'est la matière organique un petit peu en décomposition. Donc c'est pour ça que toi quand tu plantes ta salade ou ton petit semis, bah lui il est un petit peu dérangé parce que tu le changes de milieu, tu le plantes dans ton potager et ta plante elle va avoir un petit coup de fatigue. Et ça la limace elle le repère et du coup elle vient, elle kiffe ça quoi, elle adore ça, elle dit ouais tiens ça va être une matière en décomposition, je vais la manger et tout. Au final, si elle l'avait pas mangé, ta plante, elle aurait repris de la vigueur et elle aurait poussé. Mais voilà, pour elle, la limace, elle cherche vraiment ces plantes qui sont dans ce petit moment où elles sont en train de dépérir et elle arrive et tac, elle nettoie. C'est vraiment ça son travail à la limace. Donc voilà, cette astuce, elle avait plutôt bien marché pour moi. Donc je t'invite à le faire, mais c'est vraiment en supplément d'autres méthodes qui sont beaucoup plus efficaces. Et voilà. Donc, pour ça, je vais t'introduire la notion d'interdépendance. Interdépendance. Donc, c'est des éléments qui sont dépendants entre eux, qui ont un certain équilibre parce qu'ils ont un lien entre eux, et de circularité. Donc, la circularité, c'est un peu comme l'économie circulaire où on va chercher à créer utiliser par exemple les déchets des uns pour que ça soit des ressources des autres et les connecter entre eux pour qu'ils créent une économie circulaire en gros. C'est ça la circularité. Et d'ailleurs on dit qu'en permaculture on dit que les produits des éléments qui ne sont pas consommés sont des pollutions ou des déchets. En gros, si dans ton jardin tu plantes plein de tomates et que tu n'arrives pas à toutes les consommer, les tomates elles deviennent une pollution, elles deviennent un déchet. Et il faut que tu en fasses quelque chose, tout simplement. Euh, Ce que je veux dire, c'est que, comme je disais tout à l'heure, en gros, quand tu fais de la permaculture, le but c'est de créer du sol un peu. C'est vraiment l'un des principes fondamentaux, c'est de créer du sol pour créer de la fertilité, créer la vie et créer de l'aggradation et non de la dégradation. Donc, qui dit création de sol, dit limace. Et en fait, plus tu fais de la permaculture, plus tu fais de la gradation de sol, plus tu fais de la culture sur sol vivant, plus tu vas potentiellement devoir tu vas attirer des limaces, du moins un certain temps jusqu'à que l'équilibre s'installe, ça peut prendre plusieurs années. Donc du coup, si tu crées rapidement du sol, bah t'as plus de chances d'avoir énormément de limaces et ça devient une pollution en gros. Donc il faut arriver à transformer donc ce surplus de limaces, cette pollution, ce déchet, en ressource pour quelqu'un d'autre. Donc tu me vois venir en gros. Mais voilà, en gros, on va essayer d'attirer la proie pour pouvoir créer une économie circulaire une circularité comme ça, au sein de ton potager. J'ai un petit exemple, je sais pas si c'est un bon exemple, mais pour t'expliquer ce principe de circularité, imagine que voilà, toi, t'aimes bien faire des gâteaux et voilà, ce que tu fais, tu produis plein de gâteaux. Voilà, tu fais plein de gâteaux tous les jours, tu fais 2, 3, 4 gâteaux et au final, bah, au bout d'un moment, t'as pas assez de gens, tu connais pas assez de personnes pour les manger en fait. Et du coup, ces gâteaux ils deviennent une pollution. T'es là, tu fais des gâteaux, ils s'accumulent, et ça devient une pollution en fait. Et, euh, et en fait, ce qu'il faut que tu te dises, c'est soit tu trouves plus de personnes qui veulent manger tes gâteaux, donc il faut que tu arrives à te connecter avec des personnes qui veulent au moins ouais, manger tes gâteaux, donc il faut que tu trouves plus de mangeurs de gâteaux finalement. Et voilà, c'est ça en fait, la circularité, c'est vraiment essayer de trouver du lien pour transformer les déchets des uns en ressources pour les autres. Voilà, c'est vraiment ce truc-là je pense que
pense que tu as capté, mais on est vraiment là-dessus, quoi. Le but, c'est vraiment d'assembler, tu sais, un peu comme une montre. Dans une montre, tu as des mécanismes, des sortes de roues avec des crans, et de différentes tailles, où tu poses comme ça, les horlogers, ils les posent comme ça, euh, enfin, ils les assemblent, ils les disposent dans certains, sur le cadran, comme ça, ils les disposent vraiment équitablement, en gros, quoi, pour créer un équilibre, et ils vont les cranter entre eux, il y aura différentes diamètres, comme je disais, et en fait, finalement, une fois que c'est tout cranté et qu'ils mettent en route, eh ben, tout le système comme ça fonctionne, et c'est ça la circularité en fait. Au final, ça crée, bah voilà, après tu as un cadran qui va faire défiler comme ça les secondes, les minutes, les heures. Et voilà, c'est un peu ça aussi la circularité, c'est vraiment créer comme ça plein de petits trous, les cranter comme il faut entre elles et créer une sorte de voilà de quelque chose de une économie circulaire entre guillemets une circularité quoi. Et et donc voilà. Après, donc, tu as cette solution, et tu as donc la deuxième solution, qui est tout simplement d'éliminer l'élément du système qui produit des gâteaux. Donc euh, au final bah, tu vas éliminer, bah, tu vas dire à la personne qui fait des gâteaux, eh ben, arrête de faire des gâteaux, et au final, tu n'as plus de problème de pollution. Quoi. Il fait plus de gâteaux, donc il n'y a plus de pollution, il n'y a plus de problème. Ça, c'est pas toujours possible. Non seulement parce que des fois on peut rien faire contre la nature et des fois on sait même pas qui est-ce qui produit cette pollution, qui est-ce qui va euh, là je te parlais de justement c'est le sol entre guillemets, c'est le sol qui va produire les limaces. Donc c'est pour ça qu'en permaculture on peut pas vraiment dissocier limaces, potager parce qu'on cherche à créer du sol, mais c'est ça qui va aussi créer de la limace. Donc c'est un peu compliqué, faut arriver à jouer comme ça sur le même tableau et voilà, c'est un peu compliqué quoi. Et, et donc voilà. Des fois, c'est un peu inspiré de Mosanobu, non, de celui qui a écrit le livre La Révolution d'un seul brin de paille. Je, il avait dit un truc qui était au lieu de me demander comment est-ce que je peux faire quelque chose, bah, je me demande plutôt comment est-ce que je n'ai plus besoin de faire quelque chose. Et c'est bien comme ça d'inverser un petit peu les questions. Et des fois, tu peux te demander comment est-ce que, au lieu de te demander comment est-ce que je peux éliminer ce déchet, demande-toi plutôt comment est-ce que je peux créer ce déchet. Et en fait, en te posant cette question, tu vas revenir à la cause, à la source du problème, et tu vas te dire, bah, comme je disais là, bah voilà, c'est le sol qui crée la limace en gros, c'est le sol, c'est les végétaux, tout ça. Donc, des fois, en se posant la question au lieu de se demander comment régler le problème, deux fois demande-toi comment provoquer le problème. Et là, ça peut t'aider à remonter à la source du problème. Voilà. Bref, on va aller un peu plus sur du concret et voilà. Donc voilà. On va passer plutôt au côté solution. Voilà, comme je te le disais, on va parler beaucoup de prédateurs, d'un prédateur en particulier. Euh, on va pas parler des prédateurs classiques aussi qui sont le carabe, le hérisson, les poules, les canards courarindiens, les canards normales, les grenouilles. Tout ça c'est bien, ça fonctionne. Et par contre ça demande le fait d'installer un point d'eau quoi. C'est pas toujours possible. C'est bien d'avoir un point d'eau. C'est même primordial d'avoir un point d'eau dans son jardin. Si vraiment t'as la place, fais des mares, fais des choses comme ça. Vraiment mets de l'eau, c'est vraiment hyper important. Ça permet de ralentir déjà l'eau sur ton terrain et le fait ça va rafraîchir, ça va réhumidifier le sol, etc., etc. Et en plus, bah voilà, le point d'eau, une petite mare comme ça, donc cette humidité comme ça va attirer la limace, ça va attirer aussi les canards si t'en as, et les canards ils vont aller boire et ils vont manger les limaces. Enfin c'est voilà, il y a les grenouilles aussi qui vont manger les petites limaces et tout ça. Donc c'est bien parce que ça fait un petit point comme ça où il y a une régulation comme ça des limaces. Donc c'est vrai que la mare c'est hyper utile. Tu peux aussi mettre un tas de bois humide. Tu peux aussi mettre un compost comme ça un petit peu sauvage.
Les limaces, elles vont bien aimer aller là-bas. Et ça va un petit peu les éloigner, mais voilà, c'est pas une solution. C'est pas une solution qui est durable. Euh, Parce que voilà, le mieux c'est vraiment d'attirer le prédateur ou d'intégrer le prédateur, comme par exemple le coureur indien. D'ailleurs, je fais un petit coup de pub à Damien Descartes de la chaîne Permaculture Agroécologie, etc., qui revient sur tous ces sujets dans son dernier bouquin. Je te mettrai le lien en description. Ça parle des canards coureurs indiens. Ça parle aussi de la mare, de tout ça. J'ai pas lu le livre encore, mais voilà, ça fait longtemps que je connais Damien, je connais ses bouquins, et si voilà, juste va voir une de ses vidéos si tu connais pas, et si ça te plaît sa façon de faire, son bouquin il va t'aider de toute façon. Je crois qu'il en parle dans une de ses dernières vidéos. Bref, dans tous les cas, si toi, de ton côté, t'as une mare et que ça fonctionne pas, ou sinon t'as pas la possibilité de mettre une mare, bah il y a une autre solution qui est que j'ai trouvé et qui est pas très connu, et enfin un autre prédateur, et c'est le lézard. Finalement, ouais, le lézard, c'est vraiment, ou l'orvet aussi, c'est vraiment, en fait, ça, je savais pas en fait, et un jour, enfin le lézard c'est vraiment sa nourriture principale, la limace. Et en fait je savais pas, et puis un jour, j'en avais pas mal sur ma terrasse là, et ils venaient comme ça, parce que moi en plus les escargots ils se cachaient. Tu sais, t'as les pots et t'as des sortes de... Toute la circonférence du pot en haut, il y a généralement c'est recourbé pour que tu puisses les soulever comme ça. En fait, les escargots, ils dormaient dessous. Donc j'avais des ribambelles d'escargots dessous et tout. Enfin bref, tout ça, là, ce surplus d'escargots, ça a attiré donc les lézards. De plus en plus, j'avais des lézards, je trouvais ça cool. Et mais je les voyais jamais manger des escargots ou des limaces, parce que bon, là, la journée, les escargots et les limaces sont pas trop présentes. Enfin, voilà, il y a une espèce aussi de... le lézard, il aime le sec, mais en même temps, les escargots, ils aiment l'humidité, donc ils n'arrivent pas à se retrouver aussi au bon moment, mais je pense que le lézard, il va les dénicher en pleine journée, et je pense que ça doit se passer comme ça, mais j'ai jamais vraiment vu. Et alors, il y a eu une fois, en fait, je me suis jamais vraiment demandé ce qu'il mangeait le lézard, et en fait, à un moment, je le vois comme ça, je le vois sur ma terrasse, et il avait un ver de terre, comme ça, qui pendouillait au bec, en train de le manger, comme ça. Et je me suis dit, bah en fait, ouais, il mange des vers de terre, ça se trouve, il mange aussi des limaces. Et je suis allé me renseigner, et puis j'ai remarqué, finalement, j'ai vu que oui, c'était un consommateur de limaces. Et encore mieux, il consomme aussi les œufs de limaces. Donc ça veut dire qu'il est actif toute l'année, quoi. Les limaces, en général, l'été et l'hiver, elles sont plutôt en dormance ou elles ont fait une ponte, elles sont pas très actives, quoi. Et lui, il va aussi à ce moment-là aller, surtout à l'automne, quand elles font les œufs, les limaces et les escargots, bah lui, le lézard, il va aller bouffer aussi les œufs. Donc c'est vraiment, il régule aussi, il régule tout, quoi. Donc le lézard, il est vraiment top, euh, vraiment top pour ça, quoi. Et voilà, donc je vais t'inviter à faire un petit exercice, si toi si du coup ça t'a convaincu, un petit exercice pour aller voir, pour pas te prendre la tête, parce qu'en fait, si tu veux attirer le lézard, il va falloir rapporter du minéral, parce que lui il aime bien la pierre, il aime bien quand il fait chaud, quand il fait sec, donc il va falloir rapporter du minéral. Et si t'en as pas dans ton jardin, ça peut être compliqué, donc on va voir. Déjà, moi ce que je t'invite à faire, c'est déjà observer. Observer si, on va appeler ça la trame du lézard, tu sais, c'est comme la trame verte, les haies comme ça dans la campagne qui font un chemin pour les oiseaux, pour connecter les espaces naturels entre eux. Bah là, voilà, on va essayer d'observer où est-ce qu'il y a une trame verte, déjà s'il y a la présence du lézard, et s'il y a une trame verte pour le lézard, enfin une trame du lézard tout simplement. Donc, je t'invite à voilà, prendre une après-midi, enfin même pas, prendre 10, 20, 30 minutes pour aller observer ton jardin et regarder si tu vois à des endroits des pierres ou enfin déjà si tu vois la présence du lézard, il peut aussi mettre, voilà, il va sur des murettes, il va marcher sur les murs, il aime bien, voilà, il marche aussi dans le jardin, il marche aussi sur la terre, hein. Mais la plupart du temps il est plus à l'aise dans les chemins comme ça minéral. Et donc je t'invite à aller voir si tu le vois. Et ensuite, en général il y en a de partout,
sauf si vraiment tu es dans un endroit très très humide et froid. Mais voilà, tu devrais en voir. Et si ça fonctionne, t'en vois. Je vais t'inviter à réfléchir à comment est-ce que toi tu pourrais créer ou élargir sa trame verte pour que ça l'attire un petit peu plus vers ton potager, parce que euh, même si c'est un prédateur, c'est aussi une proie. Donc lui, il a besoin vraiment de circuler de pierre en pierre, de se cacher, d'avoir des endroits où il peut s'arrêter, tu vois. Donc ça va être... Moi, c'est ce que j'avais fait en fait à mon jardin, au jardin partagé. J'avais comme ça rajouté pas mal de pierres pour pouvoir l'attirer, pour qu'il puisse facilement, en fait, pour que ça soit facile pour lui d'aller de pierre en pierre et de se retrouver comme ça, là où il y avait le plus de limaces, là où j'avais repéré vraiment où c'était le grand croisement de limaces, quoi. Et j'avais fait en sorte de poser des pierres pour l'attirer jusque là-bas. Et là où il y avait donc ce grand croisement de limaces, là j'avais fait un gros tas de pierres, parce que j'avais pas mal de pierres au jardin partagé, donc j'en ai profité. Mais j'avais fait un gros tas de pierres, voilà, sur 60-80 cm de haut. Et comme ça, là, il pouvait vraiment kiffer, se poser au soleil. Voilà, le tas de pierres est au soleil. Donc vraiment, c'était... j'avais fait ça. Et j'ai remarqué que les années d'après, voilà, comme je disais, bah, ça s'est équilibré. Je pense que Lézard, il a énormément joué dessus, parce qu'il était souvent là et tout. Donc voilà, je pense que pose-toi au jardin, observe un petit peu comment tu peux aider le lézard à mieux circuler dans ton potager, quoi, tout simplement. Et voilà. J'espère que ces petites astuces, ça t'a aidé. N'hésite pas à me tenir au courant, n'hésite pas à me dire si ça t'a plu, si ça t'a moins plu, voilà, si t'as des questions, n'hésite pas. Euh, Pareil, si t'as besoin d'un petit coup de main pour le design de ton jardin, pour, je sais pas, pour faire une haie fruitière, des choses comme ça, n'hésite pas à me contacter. Tu vas sur lepotagerminimaliste.fr. Et voilà, j'ai encore un petit message, encore deux trois petites choses à voir. C'est un peu les coulisses. On va discuter un petit peu de euh, voilà, le sujet général est terminé. En gros, ce que je voulais dire, c'est que dans ce podcast, comme tu vois, on intellectualise beaucoup. On va beaucoup parler, ouais, plutôt stratégie, plutôt, ouais, on va beaucoup intellectualiser. C'est aussi un peu ça la permaculture, c'est pas mal d'intellectualisation. Mais je voulais te dire que voilà, oublie pas aussi de passer à l'action, de faire des choses. Moi, je fais ce podcast, j'intellectualise parce que déjà, ça fait partie de mon travail, et aussi c'est pour t'aider. C'est pour te faire comprendre des choses, faire comprendre un peu la nature. Pour voilà, c'est mon boulot, c'est de t'aider à avoir un jardin en permaculture qui fonctionne, quoi. Et voilà, j'intellectualise pour que toi, t'aies des déclics, tu comprennes, mais aussi oublie pas de passer à l'action, de pas trop rester dans, euh, dans le mental. Et plus tu vas agir vite, on en avait déjà parlé, et plus tu auras des feedbacks rapides, plus tu auras des retours rapides, plus tu vas pouvoir tirer des leçons si tu fais des erreurs, ou au contraire bah, apprendre des choses. Enfin, même en faisant des erreurs, on apprend, mais ce que je veux dire, au moins tu vas pouvoir avoir des retours et voir ce qui fonctionne pas, garder ce qui fonctionne, changer ce qui fonctionne pas. Et voilà, je t'invite vraiment à agir au plus vite. Si tu as des choses à faire, agis, fais les choses. C'est vrai qu'on dit souvent en permaculture, oui, il faut observer, tout ça, machin. Mais commence, fais quelque chose. Si t'as encore rien commencé, il est peut-être temps de, je sais pas, peut-être essayer un petit carré potager, faire quelque chose. Parce que la nature, elle est longue à donner des feedbacks, souvent. Elle est longue à donner des retours. Tu vas faire quelque chose, tu vas pas tout de suite le lendemain. Il y a que les limaces qui sont capables de donner un feedback rapide. Tu plantes le soir, tu reviens le lendemain matin, il n'y a plus rien, quoi. Ils ont tout bouffé. Mais voilà, en général, c'est long. La nature, elle est longue. Voilà, il y a les saisons, il y a les climats, il y a le climat, il y a la météo, il y a les arbres, ils mettent du temps à pousser. Enfin voilà, quoi. La nature, c'est long, donc n'hésite pas à passer à l'action rapidement pour avoir des résultats. Voilà, les résultats commencent à venir. Et tu peux aussi poser la question, est-ce que, est-ce que par exemple, est-ce que si je fais cette action, est-ce que je peux revenir en arrière rapidement, ou est-ce que ça va pas me coûter trop de temps, trop d'énergie ou trop d'argent? Est-ce qu'au final, tout ce que tu vas faire,
potentiellement ça peut foirer en fait. Donc pose-toi la question avant, est-ce que je suis prêt à, à- à investir ce temps ou cet argent, cette énergie, même si au final ça fonctionne pas quoi. Est-ce que ça revient, est-ce que le coût d'opportunité est pas trop grand? Je t'invite aussi à te poser cette question avant. Agir vite c'est bien, mais aussi voilà, il faut voir est-ce que ça va pas trop te coûter en temps, en énergie, en argent et tout ça quoi. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a c'est Bill Mollison, je crois, qui parle de commencer à petite échelle. Euh, c'est bien de commencer à petite échelle, ça t'évite de faire des grosses erreurs. Euh, mais voilà, oublie pas non plus de des fois, c'est un bon conseil pour éviter les grosses erreurs, mais voilà, ça, faut pas que ça te bloque non plus quoi. Et voilà, et au fait, j'ai aussi retrouvé, tu sais, je t'avais parlé de la boucle de l'apprentissage dans un podcast. Je crois que c'était ouais, peut-être le 3 ou 4e épisode. J'avais parlé donc de la boucle de l'apprentissage de David Holmgren et j'avais plus la source et je l'ai retrouvé. Je l'ai retrouvé et en gros, je vais t'énoncer rapidement. C'est dans son livre qui s'appelle, c'est vraiment la Bible de la permaculture, le livre qui vraiment qui développe ces 12 principes de permaculture. Et ce livre, il s'appelle Permaculture, principes et pistes d'action pour un mode de vie soutenable. Donc c'est David Holmgren, l'un des cofondateurs de la permaculture. Et, euh, et en fait, il dit, je vais le citer rapidement, il dit « L'échec est utile tant qu'il est instructif ». Les processus de planification et de conception, comme la vie en général, ont souvent besoin de petits ajustements à la lumière des expériences vécues. La procédure montre une boucle d'apprentissage simple. On va la voir, ce boucle. Donc une boucle d'apprentissage simple par l'action qui permet de démarrer n'importe où, même si on a peu de connaissances, et de passer à une perspective très étroite, de passer d'une perspective très étroite à une perspective plus large et plus holistique au moyen d'ajustements successifs. Donc en gros, sa boucle d'apprentissage, elle est en 6 étapes. La première étape, c'est énoncer un problème ou une question. Deuxième étape, c'est étudier des possibilités d'action réalistes. Donc en gros, si on reprend l'exemple des limaces, on peut dire que comment j'ai fait, on peut dire que par exemple la première étape, ça va être d'observer tout simplement, enfin de constater que tu as un problème. Donc énoncer un problème ou une question. Donc voilà, j'ai trop de limaces, par exemple, dans ce cas-là. Deuxième étape, donc ça va être d'énoncer les solutions, étudier des possibilités d'action réalistes. Donc en gros, c'est énoncer des solutions. Donc c'est soit, moi c'était observer la faune et déceler un éventuel prédateur présent. En gros, t'observes s'il y a qu'est-ce qu'il y a comme animal, qu'est-ce qu'il y a comme faune sauvage, et qu'est-ce que tu peux, quels sont les prédateurs parmi cette faune sauvage. C'est là que j'ai découvert le lézard, en gros. Et ça, c'est la deuxième étape. Donc ensuite, la troisième étape, ça va être d'agir, tout simplement. Donc là, j'ai observé, finalement, ça c'est la solution, c'était observer si je trouve un prédateur. Le fait d'agir, ça a été d'observer pendant une fois que j'ai trouvé cette solution, je me suis dit bah voilà, maintenant je vais observer pour voir si je vois des prédateurs, des choses comme ça. Et ça c'était au jardin partagé, hein. Et j'ai commencé à revoir le lézard finalement qui était pas très loin de la terrasse, hein. Au final, ça allait bien avec le décor. Bref, ça, troisième étape donc agir. Quatrième étape, réfléchir aux résultats produits. Finalement j'ai observé, est-ce qu'il y avait le lézard? Effectivement, il y a du lézard. Donc ça, c'est vraiment réfléchir aux résultats produits. Donc voilà, il y a du lézard, effectivement, il y en a. Et cinquième étape, énoncer à nouveau le problème. Donc voilà, maintenant je sais qu'il y a du lézard. Qu'est-ce que c'est mon problème? Bah, c'est que j'ai pas assez de lézard. Donc on recommence le cycle et on se dit bah voilà, j'ai pas assez de lézard. Donc après, étudier les comportements du lézard, comprendre comment il vit, qu'est-ce qu'il aime comme milieu, tout ça. Et après, bah, agir. Et ben, quand j'ai compris qu'il aime bien
le minéral, les pierres, j'ai commencé à rajouter des pierres au jardin, à faire une trame pour l'accompagner jusqu'au potager, tout ça. Et après, j'ai observé si le lézard était de plus en plus présent et c'était bon. Donc j'avais réussi mon truc, mais après voilà, il fallait encore que j'attende. Mais en gros, voilà. Je te refais le truc. En gros, c'est première étape, énoncer un problème ou une question. Deuxième étape, étudier des possibilités d'action réalistes. Troisième étape, agir. Quatrième étape, réfléchir aux résultats produits. Cinquième étape, énoncer de nouveau le problème. Et tu reviens après à... voilà, tu as de nouveau un problème. Tu étudies de nouveau les possibilités. Tu agis de nouveau, etc. etc. Et c'est comme ça qu'il conseille de cette boucle d'apprentissage par l'action, de ne pas rester trop dans l'intellectualisation, mais vraiment faire de l'action à petite échelle et voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, mettre à jour ta vision de la réalité comme ça et avancer ainsi petit à petit. Il ajoute aussi que bien qu'il s'agisse d'un processus simple et efficace, nous ne devons pas oublier qu'en matière de systèmes naturels complexes, nous ne comprenons pas tous les facteurs et nous les contrôlons encore moins. D'ailleurs, les causes et les effets prennent souvent la forme d'une boucle ou d'un réseau et non d'une chaîne linéaire. Lorsque vous tentez, on retrouve là la circularité, lorsque vous tentez une action, ne partez pas du principe qu'elle fonctionne grâce à vous. Faites de petits tests et envisagez d'autres causes possibles au succès ou à l'échec. Donc voilà, en gros, la boucle de l'apprentissage dont je t'avais parlé, je l'ai retrouvée. Et puis voilà. Sur ce, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici et on se retrouve dans le prochain épisode.